Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, Simandou 2040, réception des locomotives et wagons du Compagnie du Transguinéen. Une cérémonie présidée par le chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Un train symbole concret du progrès intégré, mines et infrastructures de Simandou. En Côte d'Ivoire, la Guinée participe aussi à la 13e édition de la CGC Academy 2025 où autorités, politiques, entrepreneurs et experts échangent autour de la dynamisation des économies africaines. Le 28 septembre 1958, la Guinée a opté pour son indépendance en votant non au référendum, un choix pour une souveraineté assumée qui a impacté plusieurs autres pays sur le continent. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Réception des premières locomotives et wagons de la Compagnie du Transguinéen CTG hier 28 septembre 2025, au moment où la nation commémore le référendum fondateur de 1958. Jour de mémoire et de souveraineté, ce jour devient désormais celui d'une conquête économique. Tenez, sous une pluie battante, témoin et bénédiction de l'instant que le chef de l'État a présidé la cérémonie, symbole concret du projet intégré mines et infrastructures de Simandou. Ce moment consacre aussi la transformation d'un rêve en réalité et ouvre la voie à une Guinée qui ne veut plus seulement extraire, mais transformer et prospérer. Reportage Fatoumata Koroma, David Silla. De rêve à réalité, ce 28 septembre 2025 restera gravé dans l'histoire de la Guinée. En ce jour symbolique où la nation commémore le référendum du 28 septembre 1958, acte fondateur de sa souveraineté politique, une autre page s'écrit pour notre souveraineté économique, celle de l'entrée en service des premières locomotives et wagons de la Compagnie du Transguinéen CTG dans le cadre de l'élaboration du méga-projet intégré mines-infrastructures de Simandou. Dans une atmosphère solennelle, sous une pluie battante comme pour bénir l'instant, le chef de l'État en compagnie de son épouse a présidé la cérémonie de réception aux côtés des membres du comité stratégique et des partenaires industriels. Un moment fort qui rappelle ces mots du 18 mars 2023 lors de la relance du projet. Vous aurez ma bénédiction pour vous accompagner dans ces projets-là, mais sachez quand même qu'on aura l'œil sur vous. Et pour nous, ce projet se fera correctement. On ne bâclera pas le projet-là. Je le redis ici encore, Simandou c'est un bijou pour nous. Et puis on ne bradera pas Simandou. Simandou, ça va se faire comme on l'a dit dans le contrat. Si ce n'est pas fait, je reprendrai Simandou. Aujourd'hui, la promesse prend forme. Ces locomotives et wagons sont les symboles d'une Guinée qui avance, d'une Guinée qui transforme ses rêves en actions concrètes. Monsieur le Président, chef de l'État, l'ensemble des partenaires industriels me charge de vous dire merci pour l'accompagnement dans la concrétisation de ce projet important, non seulement pour la Guinée, mais pour le monde entier, à cause du rôle stratégique que la Guinée va jouer sur les marchés miniers dans le monde. Nous pouvons vous rassurer qu'à notre niveau, à la CTG, nous sommes en train de travailler ensemble pour préparer une exploitation efficace de notre transguinéen qui va non seulement permettre de drainer les ressources du Simandou, mais aussi et surtout de contribuer à la transformation économique de la Guinée, conformément à votre vision de Simandou 2040. Le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, également ministre directeur de cabinet de la présidence émue, a rappelé que ce 28 septembre marque un cap historique. La Guinée s'inspire de son passé pour bâtir son avenir avec tous ses fils et filles. Un avenir où ces locomotives transporteront d'ici 2 ans plus de 120 millions de tonnes de minerais de fer. Aujourd'hui,
le 28 septembre 2025, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de la Guinée. Un 28 septembre sous une pluie abondante qui marque le symbole d'un pont vers la prospérité. La réception sur le sol de nos ancêtres des premières locomotives de la compagnie du transguinéenne CTG, notre co-entreprise, notre maison commune, avec les partenaires industriels, BAO, le géant chinois de l'acier, WCS, Winning Consortium Simandou, Rio Tinto et son partenaire stratégique, Chinalco. Cette réception, c'est un symbole fort. Le symbole d'une Guinée qui diversifie et accélère sa transformation structurelle de son économie. Une Guinée qui assume pleinement sa souveraineté économique, en s'inspirant, bien évidemment, de son passé, pour construire son futur avec toutes les filles et tous les fils de la Guinée. Une Guinée qui avance sur les rails solides, guidée par le leadership fort, la détermination, la clairvoyance, la vision du président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya. Au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou, ces locomotives que nous accueillons aujourd'hui annoncent une transformation profonde. Bientôt, le Transguinéen sur les 2 prochaines années transportera environ 120 millions de tonnes de minerais. De Kerewane, les blocs 1 et 2, affectés à Bao et son partenaire Winning. À Beila, le bloc 3 et 4, qui sont affectés à Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Ce Transguinéen traversera toutes les régions de la Guinée forestière, en passant par la Moyenne Guinée, traverser la Haute-Guinée jusqu'à la Basse-Guinée au port de Mourbaïa. Mais au-delà du transport, l'ambition est claire. Transformer le minerai sur place, favoriser le contenu local, créer des emplois et bâtir une prospérité partagée. La Guinée ne veut plus être seulement riche de son sous-sol. Elle veut être riche de sa capacité à transformer ses ressources. Et déjà, une annonce forte. Le premier train sifflera avant la fin de l'année 2025. Chaque train sera composé de 2 locomotives et 100 wagons, soit 50 wagons par locomotive. Chaque wagon mesure entre 18 et 25 mètres. Au total, la flotte comptera 143 locomotives et plus de 7000 wagons. Un projet ferroviaire unique en Afrique qui place la Guinée sur les rails de la souveraineté économique et industrielle. La convention de co-développement que vous nous avez orientée stratégiquement est très claire. Il faut faire de la transformation locale du minerai de Simandou une priorité absolue. Il ne s'agit pas seulement d'exporter les minéraux, mais de mettre au cœur de nos stratégies la transformation du minerai sur le sol guinéen. Dans une logique économique gagnant-gagnant, pour accroître la chaîne de valeur en République de Guinée, soit à peu près 2 ans, les études complètes de construction d'une raffinerie doivent être clairement achevées pour construire la série en République de Guinée. Ceci sont les orientations stratégiques que vous nous avez données. Le strict respect du contenu local du projet Simandou, avec les objectifs clairs, donner la priorité d'emploi aux Guinéens, donner la priorité des offres d'opportunités aux entreprises à capitaux guinéens. Le 3e objectif clair que vous nous avez donné sur le contenu local, c'est de former les Guinéens pour anticiper une meilleure transformation de compétences et de technologies à travers une initiative phare, Simandou Academy. Avec votre vision du programme Simandou 2040, nous voulons plus exporter des matières grises que des minéraux. C'est l'engagement que nous prenons à travers votre initiative Simandou Academy. Exporter plus de matières grises que de matières premières. Avec les orientations stratégiques, la Guinée ne veut plus être seulement un pays riche en ressources, mais un pays qui transforme sa richesse
en prospérité partagée. Aujourd'hui, nous prouvons par les actes tangibles, avec méthode, une intelligence collective, d'une orientation stratégique donnée au comité stratégique de Simandou. Sous votre clairvoyance, Excellence, Monsieur le Président, le comité stratégique de Simandou peut clairement affirmer aujourd'hui 1. Trouver la méthode, la clé de voûte pour lancer le projet Simandou en mutualisant les coûts et les risques du co-développement dans l'intérêt de toutes les parties prenantes depuis l'accord cadre signé le 25 mars 2022. C'est fait. Monsieur le Président, vous avez dit attendons que le premier train siffle. Nous pouvons vous dire aujourd'hui que clairement les négociations que nous avons menées vont nous permettre de risquer le projet et vous garantir que le premier train circulera d'ici la fin de cette année. Ça aussi, c'est fait. Sécuriser la construction de plus de 650 km de chemin de fer en double voie, permettre de positionner ce chemin de fer comme la colonne vertébrale de notre économie nationale. C'est fait. Obtenir la notation souveraine ouvrant l'accès aux financements internationaux de la République de Guinée. C'est fait, Excellence, Monsieur le Président. Réévaluer le PIB de la Guinée, confirmant notre place parmi les premières économies francophones de la sous-région. C'est fait. Nous avons remis la maison en ordre. Chaque franc investi doit désormais produire 1 kilomètre, un emploi, une école, un service public, au final, un bien-être tangible pour notre peuple. L'approche du 2 octobre, nous avons renforcé clairement notre conviction que la liberté politique conquise en 1958 n'a pas de sens si elle ne s'accompagne pas d'une liberté économique. La liberté de produire, de transformer, de transporter, de vendre dans la dignité au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Les partenaires industriels unanimes saluent cette étape majeure tout en félicitant un pays qui progresse vers l'ordre constitutionnel, qui renforce sa stabilité politique et qui affirme sa souveraineté économique. Une souveraineté reconnue et confortée par la récente notation internationale B+, avec perspective stable, et par le classement de la Guinée au rang de deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest francophone. First, I want to congratulate all of the Guineans for a successful referendum. Je voudrais féliciter l'ensemble du peuple de Guinée pour l'adoption de la nouvelle constitution. Ceci consacre l'ouverture d'un nouveau chapitre au bénéfice de tous les Guinéens. Au-delà de la population guinéenne, c'est un signal très fort qui est envoyé à l'ensemble des investisseurs de par le monde. Et pour nous-mêmes qui sommes déjà engagés sur le projet Simandou, ça va permettre de lancer complètement le projet et de l'ouvrir vers de nouvelles opportunités. C'est l'occasion pour nous de réitérer que la CTG réaffirme son attachement à la promotion du contenu local tel que stipulé par la réglementation guinéenne. Le projet Simandou, avec l'arrivée de ses locaux, mais aussi la dizaine de milliards d'investissements déjà réalisés, est passé du rêve à la réalité de manière irréversible. Et nous assistons avec l'arrivée de ces locomotives, captives pour l'instant, et beaucoup d'autres vont arriver à la naissance de Simandou, avec comme prochaine étape l'aller-retour entre Moréba et les mines, et puis finalement l'expédition d'un premier minerai courant novembre. En cette semaine de l'indépendance qui commence, le 67e anniversaire, d'ici au 2 octobre, on voulait aussi exprimer à la communauté internationale, notamment la communauté financière et investisseurs. En tant que directeur financier, je m'adresse aussi à eux. La confiance que nous portons à la Guinée, qui ces dernières semaines a eu l'occasion de démontrer sa souveraineté économique, plus que jamais auparavant. Juste pour rappel, la réévaluation du PIB de la Guinée, autour de 40 milliards, qui en fait la deuxième économie de l'UEMOA, devant le Sénégal et derrière la Côte d'Ivoire, mais c'est un événement historique.
On a pu avoir la chance de participer dans le projet Simandou. Donc pour nous, aujourd'hui, sur l'arrivée de premières locomotives et des wagons, on pense que c'est une grande signal pour la réussite du projet Simandou. Et aussi, en fait, pendant 3 ans presque, toute l'équipe s'est concentrée sur la construction de Simandou. Maintenant, on est presque à la fin et aussi toute l'équipe a déjà en même temps commencé à travailler sur la phase d'opération pour rassurer le projet soit réalisé 100% comme ce qu'on a planifié. Et pour WCH, on pense que ce n'est pas juste un projet minier, c'est un projet de pays, c'est un projet mondial. Monsieur. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est la matérialisation de plusieurs années de combats pour la Guinée, mais aussi pour nous, partenaires industriels. C'est la matérialisation de notre engagement à travailler main dans la main avec le gouvernement guinéen pour réaliser les rêves de Simandou, les rêves du Transguinéen. C'est un jour historique pour la Guinée. Nous continuons à bâtir sur ce passé glorieux de la Guinée pour offrir ces 4 premières locomotives. Je suis très très fier en tant que Guinéen moi-même et Rio Tinto est très satisfait de cette collaboration. All the industry partners together with the Guinean government. Je suis très content de participer à ces cérémonies d'arrivée des locomotives ici, ce qui marque un jalon très important pour le projet et ce qui signifie aussi qu'on n'est pas encore trop loin de la réalisation de ce projet. Les locomotives vont bientôt commencer à travailler parce que WCS, ils ont déjà commencé les essais sur les rails. Et bientôt aussi au niveau des mines, les opérations aussi, il y a des essais qui se font là-bas au niveau des mines. Dans quelques semaines, on espère bien que ça va bien commencer à rouler. Train operator in the next few weeks. Les ambassadeurs et pays amis présents voient en la réception de ce premier lot de matériel ferroviaire une avancée décisive, un signe de stabilité et un gage de confiance renouvelée. Ainsi, ils réaffirment leur engagement à accompagner la Guinée sur le chemin du développement durable, inclusif et responsable. Le projet Simandou, c'est un méga projet pour la Guinée. C'est aussi un succès pour les coopérations multi-partenaires. Parce que dans ce projet, il y a des compagnies chinoises, américaines et anglo-saxonnes. Tout ça, ça prouve une coopération internationale en Guinée. C'est aussi un exemplaire pour tous les partenaires pour démarrer un nouveau chapitre pour la coopération internationale en Guinée. Et l'avenir, j'espère que tous les partenaires internationaux puissent faire plus d'efforts pour le développement socio-économique en Guinée. C'est un grand honneur d'être ici et je suis très contente qu'il y a les locomotives qui sont d'origine d'une compagnie américaine, Wabtec, et que nous faisons partie de ce grand projet qui va faire développer le pays et qui va vraiment prendre la Guinée à une autre étape. Je félicite le pays pour avoir eu cette note et je pense que ça va m'aider en tant que représentant du gouvernement américain à recruter plus d'investissements de la part de la compagnie américaine. C'est une belle chose, c'est un jour très important pour la Guinée et pour les partenaires diplomatiques de la Guinée. Le Royaume-Uni est un partenaire important économique. Les entreprises comme Rio Tinto, Chinalco, Winning Consortium et partout la compagnie transguinéenne ont collaboré très efficacement pour attendre ce jour. C'est un jour très important. Le symbole est fort. La première locomotive porte le nom de Koma, village natal du chef de l'État, comme pour signifier la reconnaissance d'un peuple à celui qui incarne cette vision patriotique. D'autres locomotives baptisées Sanfina, Baladou et Kimbeli
prolonge cet hommage reliant tradition, identité et modernité. Ce matériel ferroviaire va également générer une croissance inclusive, améliorer les recettes publiques et maintenir notre stabilité financière. C'est une étape décisive dans la consolidation d'une Guinée économiquement souveraine. Je remercie encore Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour la vision éclairée qu'il a bien voulu insuffler sur le démarrage et l'effectivité du projet intégré Simandou. Et nous venons recevoir tout de suite 2 échantillons de locomotives et qui sont personnalisés avec des noms des villages. Cela déjà est un facteur d'union, est un facteur d'unité nationale, au-delà même de l'aspect économique. Et donc cela prouve à suffisance que la vision du président est une vision de refondation, une vision d'unité, une vision de concorde et une vision transformatrice de l'économie guinéenne. C'est un projet qui a tenu compte de la diversification mondiale pour prendre le meilleur produit de chaque pays pour pouvoir concevoir un projet qui sera un projet long terme qui est en ligne avec le programme Simandou 2040 et au-delà de Simandou 2040 parce que ces mines seront en exploitation pour au moins un siècle et ces minerais seront transformés en Guinée conformément aux accords pour faire de l'acier, 500 000 tonnes par an ou des pellets. Le pays vient d'avoir la notation des grandes agences de notation internationale Standard & Poor's, S&P, avec une note B+, avec perspective stable. Ça veut dire que les investisseurs internationaux se projettent sur la Guinée sur le long terme et ce qui nous permettra d'aller lever des capitaux sur le marché financier pour investir sur le développement de la Guinée qui est sous le leadership du président de la République a un avenir radieux. Ainsi, au moment où la Guinée s'achemine vers la célébration de son 67e anniversaire d'indépendance, elle célèbre aussi une autre victoire, celle de son indépendance économique. Une étape franchie grâce à une vision claire, un leadership fort et la détermination d'un homme, le président Mamadi Doumbouya. Le Simandou n'est plus un rêve lointain, c'est désormais une réalité qui s'écrit jour après jour, rail après rail, dans le grand livre de l'histoire guinéenne. Toujours dans l'actualité, ouverture ce matin à Barcelone, c'est en Espagne du Forum mondial sur la culture. Ce sommet international est une occasion de réfléchir et de proposer des solutions aux questions d'importance mondiale telles que la paix, l'éducation, la connaissance, les droits de l'homme et la diversité culturelle. La Guinée est représentée à ce rendez-vous culturel universel par une forte délégation du ministère de la Culture. Reportage Mohamed Souma Amadou Touré. Après Mexico en 2022, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a choisi Barcelone en Espagne pour la tenue de la conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable dans la culture. Pour sa part, la République de Guinée a souscrit à 2 thématiques majeures, culture et éducation, et également la culture comme vecteur de paix. Nous avons à ce niveau une communication à apporter au nom de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a très tôt compris que l'éducation et la culture pouvaient jouer un rôle majeur dans la formation non seulement des esprits, mais aussi dans le renforcement de l'appartenance à l'édifice national. Au-delà de la délégation ministérielle, nombreux promoteurs culturels ont répondu à l'appel de l'UNESCO pour défendre la candidature de la Guinée, faisant de la capitale guinéenne la première ville francophone créative de l'institution. Les réalisations faites en Guinée sur le plan culturel, les ambitions de la Guinée, mais surtout vraiment faire en sorte que notre candidature puisse porter
et qu'enfin Conakry puisse devenir la première ville francophone, ville créative de l'UNESCO. Avant le passage du chef de la délégation guinéenne à ce sommet de Barcelone pour son discours demain, le ministre Moussa Moïse Silla a eu, en marge de cette ouverture des travaux, des entretiens avec les délégations venues du Mali, de l'Inde et de l'Azerbaïdjan dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre ces trois pays et la Guinée dans le domaine culturel et artistique. Et puis ce décret qui vient de nous parvenir, décret D 2025-0179 PRG-SGG, portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-021 CNT du 27 août 2025. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Et promulguer la loi ordinaire L 2025-021 CNT du 27 août 2025, modifiant la loi L 2025-008 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord relatif au projet de transformation du système de santé entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA pour un montant de 95 millions de dollars américains, signé le 1er octobre 2024 relativement à l'accord de financement crédit IDA numéro 7635 GN d'un montant de 85 millions de dollars US entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement IDA et l'accord de don GFF numéro TF0C 5993 d'un montant de 10 millions de dollars américains entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement IDA agissant comme administrateur du Fonds fiduciaire multidonateur du mécanisme de financement mondial pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents GFF. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 septembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Sur le continent, en Côte d'Ivoire, c'est parti pour les travaux de la 13e édition de la CGC Academy 2025. Plus de 2000 participants, dirigeants d'entreprises, autorités politiques, jeunes entrepreneurs et experts échangent autour de la problématique liée à la dynamisation des économies africaines. Le compte-rendu avec Falilou Diallo. Aqaba, le symbole est fort pour accueillir la plus grande plateforme panafricaine d'échange entre hommes d'affaires du continent. Cette 13e édition est placée sous le thème de la souveraineté économique, le temps de l'action. Au fil des années, la CGC Academy est devenue un rendez-vous de référence pour la promotion de l'entrepreneuriat, le développement industriel et le renforcement du dialogue public-privé sur le continent. Nous avons besoin fondamentalement d'une volonté politique. Car pour avoir la souveraineté économique, il faudrait que on se repose fondamentalement sur les entreprises. Mais pour que ces entreprises puissent œuvrer, il faut qu'il y ait la volonté politique de créer le cadre nécessaire en termes de réforme pour permettre aux entreprises d'évoluer sereinement afin d'aider l'État à créer de l'emploi et de la richesse dans nos différents pays. À travers la Confédération générale des entreprises de Guinée, notre pays a pris une part active aux travaux. L'événement réunit chaque année plus de 2000 participants et dirigeants d'entreprises, autorités politiques, jeunes entrepreneurs, experts nationaux et internationaux autour de la problématique liée à la dynamisation des économies africaines.
d'accompagner le secteur privé, en même temps appuyer dans le cadre de formation de jeunes pour la valorisation du contenu local et en même temps valoriser un peu les transformations de matières premières à produits finis. Il y a des représentants de Guinéens qui sont là, c'est de tirer les leçons de ce qui se passe ici dans les pays voisins. C'est le royaume chérifien qui est le pays invité d'honneur à cette 13e édition. Une édition présidée par le Premier ministre ivoirien Robert Abegremambé. Pendant 2 jours, des panels et autres rencontres B2B seront organisés pour repositionner les pays africains comme des acteurs clés de leur propre développement. À l'extérieur, toujours à l'Assemblée générale des Nations Unies, la Guinée écrit une nouvelle page de son histoire diplomatique. Président le groupe africain aux Nations Unies, elle incarne la voix d'un continent résolu à peser dans les grandes décisions mondiales. Guidée par la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, la délégation guinéenne a défendu avec force et clarté les priorités de l'Afrique, c'est-à-dire la paix, la santé, la jeunesse et le développement durable. Compte rendu Fatoumata Kourouma, Fatoumata Samora et Aboubakar Koïta. Conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la République de Guinée assume en ce mois de septembre la présidence du groupe africain à l'ONU. Un rôle stratégique qui confirme le dynamisme retrouvé de la diplomatie guinéenne, incarné par le leadership du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté. C'est dans ce cadre que l'émissaire du président de la République, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a porté la voix du groupe africain lors de la réunion de haut niveau sur l'élimination totale des armes nucléaires. Dans une déclaration solennelle, il a mis en garde la communauté internationale contre la course effrénée aux armes de destruction massive et a rappelé aux États leurs responsabilités dans la préservation de l'environnement. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom du groupe africain qui s'aligne sur la déclaration du mouvement des non-alignés. Le groupe africain réaffirme que l'élimination totale des armes nucléaires est la seule garantie absolue contre leur emploi ou leur menace d'emploi. La persistance de ces armes constitue une grave menace pour la paix mondiale et un danger essentiel pour notre humanité. Le désarmement nucléaire doit demeurer la priorité absolue des Nations Unies. L'Afrique est résolument en faveur d'un désarmement nucléaire complet, véritable et irréversible. Le groupe africain rappelle les conséquences humanitaires catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires et appelle à leur démantèlement urgent. Nous soulignons l'importance de parvenir à une adhésion universelle au traité d'interdiction complète des essais nucléaires et exhortons les États visés à l'annexe 2 à signer le traité et à le ratifier. Nous appelons également la conférence du désarmement à sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve depuis longtemps et à reprendre ses travaux de fond. Enfin, le groupe souligne l'importance de commémorer la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires pour nous rappeler notre responsabilité collective à parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires. Dans la continuité, l'honneur est revenu à Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de prendre la parole au nom du groupe africain lors de la réunion de haut niveau sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, ainsi que sur la promotion de la santé mentale et du bien-être. Il y a décliné la vision du président Mamadi Doumbouya en matière de santé universelle, insistant sur la modernisation des infrastructures sanitaires et la mise en place des soins de qualité accessibles à tous les Guinéens. Le groupe africain réaffirme son engagement à traiter de manière globale les maladies non transmissibles et les troubles mentaux ainsi que d'autres maladies et à réduire d'1 tiers la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles d'ici 2030. Ceci à travers la prévention et le contrôle,
ainsi que la promotion de la santé mentale et du bien-être. Nous convenons d'accélérer la mise en œuvre de toutes les déclarations politiques adoptées lors des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur les maladies transmissibles. L'Afrique reste aux prises avec la pandémie du VIH-Sida, les maladies tropicales négligées et la résistance aux antimicrobiens. Il est donc impérieux pour l'Afrique de renforcer la résilience mondiale face aux chocs mondiaux, parallèlement à ces maladies et aux futures pandémies et situations d'urgence. Nous réaffirmons en tant que groupe l'importance de promouvoir la santé en général comme facteur de développement durable, compte tenu des liens entre la santé, la justice sociale et l'équité, conformément au programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement. Le groupe africain reconnaît enfin l'importance cruciale de l'engagement concret et la volonté politique d'investir de manière holistique pour prévenir et contrôler les maladies non transmissibles et les problèmes de santé mentale en même temps que d'autres maladies, afin de respecter les principes de la couverture sanitaire universelle et de renforcer les systèmes de soins de santé. Je vous remercie. La troisième prise de parole a été celle du ministre de la Jeunesse, Selou Baldé, à l'occasion de la réunion de haut niveau sur le programme mondial pour la jeunesse, placé sous le thème « Accélérer les programmes mondiaux grâce à la collaboration intergouvernementale ». À travers cette intervention, la Guinée démontre sa volonté d'inscrire la jeunesse africaine au cœur des solutions globales et de la coopération internationale. Le groupe africain est conscient que plus de la moitié de la population africaine est jeune. Il reconnaît que la viabilité de la jeunesse dépend de notre capacité à relever de nombreux défis. Le groupe est conscient du rôle central de la jeunesse et continue de promouvoir les questions relatives à la jeunesse dans le programme de développement du continent. Nous appelons nos partenaires à aider les économies africaines à accéder aux marchés internationaux, à lever les sanctions sur les médicaments et les vaccins, à permettre un transfert de technologies sans entrave qui inspirerait la productivité des jeunes et le développement des infrastructures. Durant cette 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, la Guinée s'est ainsi imposée au devant de la scène diplomatique mondiale, tant par la qualité des prises de parole que par le niveau élevé de sa représentation et la densité des rencontres bilatérales stratégiques. Assurer la présidence du groupe africain, l'un des plus influents au sein des Nations unies, et porter la voix de tout un continent à la tribune internationale constitue un symbole fort. C'est le reflet du leadership affirmé et de la vision stratégique du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, une vision que la délégation guinéenne conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a su défendre avec éclat sur le toit de la diplomatie mondiale. Place à présent à la semaine de l'indépendance pour parler du nom historique de la Guinée, une décision qui a eu des répercussions sur les autres pays africains. Le choix assumé des Guinéens a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs peuples de la sous-région ont alors exigé leur liberté. Comment tout cela s'est passé? Notre équipe de reportage a rencontré des témoins des faits. Alpha Isiagaba et Alseni Camara signent ce reportage. Vendredi 29 septembre 1958, 24 heures après le nom historique, le ciel ne s'était pas abattu sur Conakry. Ahmed Sékou Touré et ses compagnons ont tenu bon face aux restrictions imposées par l'administration coloniale. À l'époque, et l'âge entaché Condé n'avait que 17 ans. Aujourd'hui, ce fidèle compagnon de la lutte pour l'indépendance exprime avec fierté l'audace de la Guinée à assumer sa souveraineté. Le lendemain, c'était la fête parce que nous avons gagné. C'était notre choix. Nous avons assumé notre choix. Alors, toute la Guinée a voté non. Non à l'esclavage, non à la soumission, non à l'ignorance. Alors tout le monde était fier, tous les Guinéens.
Il n'y a pas de mouvement contraire. C'est-à-dire, la Guinée était unie comme un seul homme. Nous avons tué nos divergences internes. Ceux qui n'étaient même pas PDG ont voté non. Le nom guinéen a eu des répercussions bien au-delà de ses frontières. Inspiré par cet acte de bravoure, plusieurs peuples africains ont à leur tour exigé l'indépendance à leur puissance coloniale. Nous sommes alors dans les années 1960, la décennie des indépendances. La Guinée devient un exemple à suivre. Le nom de la Guinée a suscité une prise de conscience dans les autres pays africains. Mais le seul pays indépendant en Afrique, en réalité, c'est la Guinée. Aujourd'hui, nous gérons notre économie, nous gérons notre monnaie. Nous avons notre propre monnaie. Ce qui est un signe de notre liberté vraie. Nos avoirs ne sont pas domiciliés au Trésor français. C'est ici à la Banque centrale. La Guinée, on avait combien d'avions? Tu pouvais faire le tour de la Guinée en une seule journée. Mais Air Guinée était là. Il peut faire, le même jour, tu peux aller à Zérékouré, Labé, Mazanta, Sigiri, Farana, un peu partout, Kankan. Plus de 6 décennies plus tard, le nom reste pleinement assumé, tout comme la souveraineté nationale. Et l'âge Anta Cheikh Condé, à l'instar de nombreux autres compagnons de l'indépendance, s'est dit fier d'avoir combattu aux côtés du président Ahmed Sékou Touré. Le président Sékou Touré était un homme juste. Je vous le jure devant Dieu et devant les hommes. Je l'assume. Nous sommes fiers de lui parce que depuis 40 ans, moi que tu interviews là, alors j'étais chargé des démarches pour récupérer les biens du président Sékou Touré, par mes camarades et même par la famille Touré. Aujourd'hui, les Guinéens sont plus que jamais fiers de leur passé. À l'approche de la fête de l'indépendance, des voix s'élèvent pour raviver le patriotisme, valeur chère aux compagnons de 1958, considérés comme un moteur essentiel du développement économique, social et culturel. Il faut dire que dès après l'indépendance de la Guinée, l'apport des intellectuels a été déterminant pour la mise en place des fondements politiques, économiques, culturels et éducatifs du pays. Les cadres de la Guinée, avec le soutien des étrangers, se sont illustrés dans le domaine de l'éducation, notamment à l'enseignement supérieur, où plusieurs intellectuels ont aussitôt apporté leur soutien à la Guinée pour combler le vide après le départ des Français. Compte rendu Abdul Aziz Baldé. Considérés comme un maillon essentiel dans l'accession de notre pays à l'indépendance, les intellectuels guinéens ont joué un rôle déterminant dans la construction de notre jeune nation. De la construction de l'État à la gouvernance, en passant par le développement de l'éducation et de la culture, les cadres guinéens, avec l'appui de grandes figures africaines et étrangères, ont élaboré une idéologie politique avec la création de plusieurs institutions éducatives. Les Français en partant, c'est quand même un gros vide. Il y a eu donc un apport massif. Et à un moment, après les années 68, là 69, quand l'université a ouvert et tout, il y a eu une coopération avec le bloc de l'Est. Donc l'Union soviétique, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie et tout ça. On a eu énormément de coopérants qui sont venus pour enseigner dans les lycées et les collèges et à l'université, pas au primaire. Mais ces professeurs-là qui étaient arrivés, évidemment, avaient d'excellents niveaux scientifiques, mais sur le point de vue de la langue, ne pouvaient pas. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, les Guinéens sont beaucoup plus scientifiques que littéraires. Les intellectuels guinéens ont contribué à des projets de développement dans un contexte de planification centralisée. Aujourd'hui à la retraite, Dr Gilbert Ifounou a servi la Guinée avec fierté et retient de notre pays l'image d'un symbole de résistance. Les grands intellectuels à travers le monde ont dit cette jeune indépendance, il faut qu'on la soutienne. Vous aviez des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens, les intellectuels en Afrique n'ont pas lâché la Guinée. Particulièrement, vous avez le Togo qui a envoyé 19 instituteurs pour faire la relève
dans les écoles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un Togolais au CM2, CM1, CM2, c'est lui qui nous a préparés pour aller au CEP. Donc, c'est les circonstances de l'accession de la Guinée à l'indépendance qui ont motivé ces intellectuels à ne pas abandonner la Guinée à elle seule. La production littéraire, artistique et scientifique a été souvent utilisée pour promouvoir l'idéologie révolutionnaire, mais aussi pour défendre l'identité nationale. Puisque la Guinée n'avait pas de cadre de haut niveau, tout de suite, elle a pris l'initiative de construire l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. À l'époque, on ne l'avait pas appelé Gamal Abdel Nasser, on avait dit IPC, Institut Polytechnique de Conakry. Les tout premiers sortants de cette université sont les cadres de haut niveau. Les intellectuels de par le monde sont venus au secours de la jeune République, comme pour dire, nous venons vous essuyer les larmes, ne vous en faites pas, nous allons vous accompagner. Parce que la plupart de ces cadres-là aussi avaient des difficultés avec les régimes de leur pays. À la fois, ils étaient des réfugiés en Guinée, mais en même temps, il y avait la prestation de ceux qui savaient faire. Malgré leur rôle crucial, l'action des intellectuels a été marquée par quelques difficultés, mais jamais entraîné un relâchement. Aujourd'hui, leur contribution à l'identité guinéenne reste fondamentale pour le développement socio-culturel de notre pays. Religion, les fidèles chrétiens évangéliques de Guinée poursuivent leur pèlerinage en Terre Sainte. Après Jérusalem, ils ont posé leurs pas sur deux lieux emblématiques de la Bible, Bethléem, le berceau de Jésus-Christ, et le site archéologique du palais du roi Ézéchias. David Yombuno est notre envoyé spécial à Jérusalem. Suivez. À Bethléem, en territoire palestinien, les pèlerins guinéens se sont recueillis dans une église évangélique, victime aujourd'hui des persécutions. Cette église a vibré de prières et des chants venus de la Guinée et d'autres pays du monde entier. J'étais dans la joie, j'ai ressenti vraiment que j'étais dans la joie. Vraiment que là où Jésus est né, mon sauveur est né, j'ai mis les pieds là-bas. J'ai eu vraiment une grande émotion de me voir dans la ville où Jésus est né. Et c'était pour moi un privilège. Notre souhait est que la paix soit dans toute l'étendue de la Guinée et que la population guinéenne soit en paix. Après Bethléem, direction un autre site chargé d'histoire biblique, le palais du roi Ézéchias, figure marquante de l'Ancien Testament. Sur les ruines du palais du roi Ézéchias, les pèlerins guinéens découvrent un pan de l'histoire des royaumes bibliques. Donc je lis souvent l'histoire dans la Bible. Je suis content de vivre cette paix, de pétrir sur ce sol. Et je suis fortifié dans la foi. Ce site nous rappelle certains faits d'Ézéchias, du roi Ézéchias. Surtout, il était gravement malade et Dieu a envoyé un prophète, le prophète Ésaïe, pour dire à Ézéchias, mets ta maison en ordre parce que la maladie là, tu ne vas plus survivre, tu vas mourir. Quand il a entendu ça, la Bible dit qu'il a prié très fort. Pendant que le prophète sortait hors de la cour, Dieu lui a dit de revenir, dit au roi, j'ai entendu ta prière, alors tu ne vas pas mourir. Pour nombre d'entre eux, marcher sur ces vestiges, c'est raviver leur engagement spirituel et renouer avec les origines même de leur croyance. De Bethléem au palais du roi Ézéchias, les fidèles guinéens inscrivent leur pèlerinage dans la mémoire des lieux saints. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.